Bonjour, on va discuter sur cette vidéo de l'histologie cardiaque. Donc, juste pour rappel, on retrouve donc cette histologie dans les trois parties de la paroi cardiaque, à savoir bien sûr le péricarde fibreux et péricarde séreux, puis ensuite nous avons le myocarde lui-même et enfin l'endocarde. On va s'intéresser principalement aux cellules du myocarde, à savoir soit les cellules musculaires en grande majorité et également les cellules cardionectrices. Au niveau du péricarde fibreux, bien sûr, ce n'est que du tissu conjonctif. Et ici, sur le péricarde séreux, c'est une membrane séreuse, donc une association à la fois de tissu épithélial et de tissu conjonctif. Et puis pour l'endocarde, nous avons ici un tissu classique de séparation épithéliale, un pavimenteux simple. Lorsqu'on regarde les cellules du myocarde, les cellules musculaires, les myocytes, l'organisation est identique que pour un muscle squelettique, à savoir que nous retrouvons l'organisation en myofibrille et une organisation qui présente bien sûr l'organisation en sarcomère qui permet le coulissement des filaments de myosine et d'actine. Donc toute cette organisation est identique. On a des différences qui sont très importantes. Au niveau anatomie, on a pour les myocardes cardiaques, nous avons des cellules qui sont courtes et ramifiées, alors que les cellules squelettiques sont très longues. Donc ici, on voit bien cette ramification. Vous avez une cellule qui fait une espèce de Y comme ceci. Donc ça a l'avantage qu'une cellule va donc être en contact direct avec plusieurs autres cellules. Ensuite, les cellules cardiaques sont reliées non pas à un os évidemment, mais au squelette fibreux qui sépare les auricules et les ventricules, et donc la contraction des myocardes cardiaques va permettre un raccourcissement des cellules cardiaques et amener une diminution de la cavité du cœur, soit oreillette, soit ventricule. Et enfin, différence la plus importante qui a une répercussion sur le fonctionnement, sur la physiologie, c'est que les myocytes sont reliés les uns aux autres par ce qu'on appelle des disques intercalaires, c'est-à-dire qu'entre les deux cellules de myocytes, nous trouvons cette strie qu'on appelle aussi strie scalariforme et qui est ce qu'on appelle des disques intercalaires. Dans ce disque intercalaire, vous retrouvez d'une part des desmosomes qui sont des jonctions qui vont permettre de relier fortement les deux cellules l'une à l'autre et empêcher qu'elles se détachent, bien évidemment. Et nous avons dans ces disques intercalaires surtout ici des gap junctions, c'est-à-dire des cellules, des jonctions de communication qui vont permettre au potentiel d'action de passer d'une cellule à l'autre. Conséquence physiologique extrêmement importante, le muscle cardiaque est ce qu'on appelle un syncytium fonctionnel, syn avec et cyte pour cellule. Donc globalement, lorsque vous stimulez une cellule cardiaque, vous allez stimuler toutes les autres. Le potentiel d'action va passer d'une cellule à l'autre très rapidement et donc du coup vous allez exciter l'ensemble des cellules. Dans le cœur, vous avez deux syncytiums fonctionnels différents. D'une part, les oreillettes et d'autre part, les ventricules, ce qui va permettre de séparer contraction auriculaire et contraction ventriculaire. Donc voilà pour la différence la plus importante entre un muscle squelettique et un muscle cardiaque, c'est le fait que l'ensemble des cellules est relié ensemble et fonctionne toutes ensemble, donc cette histoire de syncytium fonctionnel. Maintenant, discutons un petit peu des cellules nodales. Sur ce schéma, on retrouve ici des cellules musculaires qui se remarquent avec cette histoire de cellules courtes, ramifiées et qui présentent des stries à l'intérieur. Nous avons ici sur cette coupe de tissu du myocarde, ici vous avez un capillaire sanguin qui se repère avec la cellule endothéliale et à l'intérieur ici un petit rouleau d'émacier. Vous avez ici un nerf, un petit nerf qui est coupé. Et on repère ce type de cellules qui sont d'anciennes cellules musculaires qui sont dégénérées, c'est-à-dire qui ont perdu la capacité de contraction. On retrouve à l'intérieur
un petit peu d'organisation actine-myosine, mais beaucoup moins organisée, ce qui fait que cette cellule n'a pas la capacité de contraction d'une cellule musculaire habituelle. Mais ces cellules nodales, ces cellules cardionectrices, hein, le terme indique qu'elles vont relier les cellules du cœur les unes aux autres, donc principalement les myocytes les unes aux autres. Donc ces cellules cardionectrices vont permettre par contre l'excitation, la conduction de l'excitation. Donc elles gardent la propriété d'excitabilité et ont perdu la propriété de contraction. Ces cellules, au niveau de la physiologie, il faut relier un petit peu la physiologie et l'anatomie pour bien voir comment l'ensemble fonctionne, eh bien, elles ont une particularité. Lorsque vous prenez une cellule normale, une cellule nerveuse par exemple, ou une cellule musculaire, lorsque cette cellule est au potentiel de repos, hein, représentée ici par moins 60 millivolts, alors l'intérieur est négatif de la cellule, eh bien ce potentiel de repos est stable et ne bouge pas. Tant que vous n'excitez pas la cellule, vous n'aurez pas potentiel d'action, c'est-à-dire vous n'aurez pas un message qui apparaît dans la cellule. Ces cellules nodales, ces cellules cardionectrices, ont la propriété que leur potentiel de repos n'est pas stable, donc petit à petit vous avez une petite dépolarisation qui s'amplifie petit à petit, et vous arrivez à ce qu'on appelle au seuil de potentiel d'action, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez ouvrir les canaux sodium, et à ce moment-là, vous avez potentiel d'action. Donc la propriété de ces cellules nodales, c'est qu'elles sont auto-excitables. Il n'y a pas besoin de les exciter, de les stimuler pour provoquer un potentiel d'action. Elles le font toutes seules. Hein. Le potentiel de repos n'étant pas stable, vous arrivez à une limite qui déclenche le potentiel d'action. Puis, ça recommence. Donc, ces cellules nodales vont être responsables d'une propriété très importante du cœur, c'est-à-dire l'automatisme. Le cœur est capable d'avoir un rythme de contraction sans avoir nécessité d'avoir une excitation nerveuse. On dit que c'est un organe automatique. C'est dû aux propriétés nodales. Ces cellules sont également responsables du rythme cardiaque, principalement le rythme au repos. Ce rythme sera bien sûr ensuite modifiable par le système nerveux, soit on l'augmente, soit on le diminue, par le système sympathique ou le système parasympathique. Et enfin, ces cellules nodales vont permettre la conduction du potentiel d'action entre les oreillettes et les ventricules, puisque ça va permettre de passer le squelette fibreux. Lorsqu'on regarde, là, toujours un petit peu de physiologie, lorsqu'on regarde ici, vous avez démarrage des potentiels d'action dans cette région, le nœud sinusal qui est ici. Ce potentiel d'action, grâce à la propriété des stries scalariformes, des disques intercalaires, va permettre d'exciter toutes les cellules des oreillettes. Vous aurez donc contraction des oreillettes à l'issue. Puis, le tissu nodal va permettre d'aller conduire ce potentiel d'action vers les ventricules, en décalé dans le temps, un petit peu plus tard donc, et bien sûr amener un potentiel d'action dans toutes les cellules cardiaques du ventricule. On aura donc au final une excitation qui est décalée entre oreillette et ventricule, et donc une contraction décalée entre oreillette et ventricule, ce qui permet au cœur de pouvoir remplir son rôle de pompe. Ces cellules nodales sont regroupées en certains endroits précis du cœur. Principalement, on retrouve le nœud le plus important, car c'est lui qui impose le rythme au cœur, le nœud sinusal, qui est situé près de l'ostium de la veine cave supérieure, dans l'oreillette droite. Vous avez ici le nœud septal, qui est situé tout simplement à côté du septum, toujours dans l'oreillette droite, enfin à la base de l'oreillette droite. Et puis ensuite, vous avez un regroupement de cellules nodales qui forment un faisceau, une espèce de, voilà, un agencement de cellules nodales qu'on appelle le faisceau atrio-ventriculaire, tout simplement parce que c'est le faisceau qui va partir des oreillettes pour aller vers les ventricules, anciennement appelé faisceau de His. Ce faisceau présente une branche droite, une branche gauche, puis ensuite vous avez ramification partout dans les ventricules, ce qu'on appelle le réseau ventriculaire. Ce qui permet donc de démarrer et d'avoir l'automatisme cardiaque ici, puis d'envoyer ces potentiels d'action partout dans les oreillettes, puis en décalé derrière, d'emmener ces potentiels d'action vers les ventricules. Donc sur ce schéma, on voit
est représenté ce tissu nodal. Alors ici, pour se repérer, vous avez la veine cave inférieure, la veine cave supérieure qui sont ici, qui sont en arrière. Donc a priori, nous sommes en train de regarder du côté gauche. On peut confirmer ça par le fait que le tronc pulmonaire ici est de notre côté. Donc on voit dans la ventricule ici gauche, on voit le faisceau qui arrive ici. Donc là, c'est la branche gauche du faisceau atrioventriculaire qui ensuite se ramifie en réseau et qui permet d'aller un petit peu partout dans le ventricule gauche. Sur le schéma de l'autre côté, vous avez ici la cave supérieure inférieure, donc ici vous avez l'oreillette droite et le ventricule droit ici. On repère le nœud sinusal qui est ici, bien du côté de l'ostium de la cave supérieure et dans l'oreillette droite. Vous avez ici le nœud septal qui est le long du septum, toujours dans l'oreillette droite, et le faisceau, ici atrioventriculaire. Donc ici vous êtes sur la branche droite, puisqu'elle est vers nous, et la branche gauche ensuite plonge de l'autre côté, le faisceau, et enfin le réseau. Bien évidemment, sur une dissection, on ne voit pas le faisceau comme ça en blanc. Hein. Ici, c'est un petit schéma qui nous permet de vérifier et de montrer cette organisation. Merci.